faut l'enfermer. C'est pas possible, pas possible. Bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour la reprise de l'NBA avec le podcast NBA Extra et pour cette reprise j'ai la crème de la crème avec moi, Xavier Faution et Jacques Monclar. Salut messieurs. La crème fouettée. La crème fraîche. Bonjour à tous. Oui, enfin fraîche pour l'instant. Oui, on en reparle dans rester fraîche en mai prochain, voilà, pendant les playoffs. On s'est posé quelques questions, on va essayer d'y répondre sur cette reprise de la NBA. Et on commence par Boston. Est-ce que selon vous, messieurs, est-ce que les Celtics ont autant d'avance sur la concurrence, notamment dans la conférence Est, que l'an passé? On a vu que les Knicks, les Sixers ont été assez actifs, les Bucks un peu moins. Est-ce que Boston a autant de marge qu'avant? Oui, il n'y a pas de raison. Ils ont surdominé la saison régulière l'année dernière, Est comme Ouest. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas la même chose. Alors peut-être il y aura un petit peu plus de concurrence une fois arrivés les playoffs. On verra comment les Knicks ont fonctionné. On verra comment l'an 2 de Lillard fonctionne à Milwaukee, parce que finalement ne pas faire de changement, c'était peut-être une bonne chose aussi, même si à mon avis il y avait quand même des choses à corriger, on verra. Mais Boston étant toujours la même équipe, quand on voit comment ils ont dominé, avec ou sans Porzingis, ils seront très certainement numéro 1 de l'Est, ouais, bien sûr. Tu les vois numéro 1 de l'Est, Boston, Jacques? Oui, ouais. On a rarement vu une saison depuis un moment où il y a un favori qui se dégage comme ça, surtout dans sa conférence. Parce que si on parle de l'autre côté, personnellement, les yeux dans les yeux, ici, je les mets avec Boston. C'est la question suivante. C'est la question suivante. Moi, j'ai lu le conducteur, même sur mon Monclar, vous voyez. D'accord, moi aussi, mais il y a marqué des rivaux. Je pense que le principal rival, directement, il est de l'autre côté. Après que les Knicks, les Sixers, les Bucks, les Pacers, les Cavaliers et j'en oublie le Magic, soient des bonnes et belles équipes, oui. Mais elles sont en train de se construire. Elles ont des incertitudes. Les Knicks, c'est une reconstruction presque quand même, une manière de jouer différente. Les Sixers, il y a l'incertitude de la jambe de gauche, du genou gauche de Joel Embiid, mais il y a un recrutement très très intéressant. Bien sûr Paul George, mais aussi André Drummond, donc ce qui fait que tu joues toujours avec un ours. Et puis on aura un œil sur Gershon. Les Bucks, il y a Beauchamp qui est sur le marché, qui cherche un défenseur à l'aile. Parce que Middleton est déjà en vrac, donc ça c'est quand même le problème. Ce sera la limite de Milwaukee, même si Lillard va faire mieux, t'as raison Xav. Normalement, ouais. Giannis est très fort, très fort. Mais voilà, donc les Pacers... Et t'as vu que Giannis craint un trade, si ça fonctionne pas. Ah bah il dit qu'il a tendance à dire que c'est all-in cette année pour lui, sans ça... La déclat, et je l'ai trouvé assez folle celle-là quand même. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, Boston, pour moi, Boston y va tout droit s'il n'y a pas de problème majeur. Tu penses qu'avec Porzingis, qui va déjà être absent jusqu'en décembre, ils vont pas en laisser parce qu'il faut pas. Je veux dire, alors Ford, c'est de l'or en barre, surtout à 3 millions par an, je crois que c'est ça, ou 8 millions par an. Enfin bref, pas cher. Plus, Pas cher. Il faut pas trop leur tirer dessus. Alors Luke Cornette, c'est bien gentil. Tillman, ok. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de marge. Keita aussi. T'as Pritchard, Hauser qui sont devenus des vraies rotations. C'est puissant, une ligne arrière fantastique. Mais JB, JT, faut pas non plus les épuiser en saison régulière. La problématique, elle est quand même un peu là pour Boston, c'est que c'est une équipe coupée en deux au niveau salarial. Avec des très forts salaires et d'autres beaucoup plus faibles. Et à partir dès que la 7e position, c'est quand même du pas cher. Donc, pour passer à la conférence Ouest, on en a un peu parlé, Jacques. On distingue en fait, je pense, 3 équipes peut-être un peu au-dessus de la mêlée à l'Ouest, Dallas, OKC et Denver. Vous, il y a une équipe qui vous plaît un peu plus? Moi, je mets OKC un petit ton au-dessus, ouais. Parce que c'est leur année, parce qu'ils peuvent plus se cacher. Alors là, ils ont eu un coup dur avec la blessure de Hartenstein. Ça, c'est quand même pas simple. Le recrutement est super intelligent. Ça doit être leur année, ou en tout cas le début de leur, entre guillemets, bien sûr, dynastie. SGA va être un MVP potentiel. Il était déjà l'année dernière. Il le sera d'autant plus cette année. Donc ouais, moi je mets OKC tout en haut. Je jetterai Minnesota dans ta liste. Denver, je suis un peu inquiet pour Denver. Jokic, ok, mais heureusement qu'il est là. Est-ce que c'est pas un petit peu juste? Ils ont perdu tellement depuis qu'ils sont champions, ils ont perdu tellement d'éléments importants que je les mets quand même un ton en dessous pour le coup. Et à voir comment Minnesota va fonctionner. Mais pour moi, ça doit être l'année d'OKC, oui.
Je trouve Denver un peu malade. On les a commentés 2 fois, je les ai revus après jouer. Ils ont gagné le dernier match de préparation. Enfin, ils ont pris des beaux écarts. Jokic, grognon parfois. Tu perds pas Jeff Green et Bruce Brown dans un premier temps, et après KCP qui est parti au Magic dans un deuxième, sans affaiblir ton équipe. Christian Brown. Alors, la satisfaction, c'est Strother sur la prépa, qui met des paniers, qui est bien. Jamal Murray plafonne depuis un moment. Hein. La clé, elle est un peu là. Hein. Michael Porter Jr. aussi. Il est trop unidimensionnel. Ouais. Il faut que ces joueurs franchissent un cap. Sans ça, il risque d'y avoir une ambiance douloureuse à Denver. Sinon, ça fait demi-finale de conf au mieux et terminé. Voilà. Et le Joker, qui est un gagneur sous ses dehors, va pas aimer ce principe. L'arrivée de Westbrook est... Alors, même s'il a toujours un côté brouillon, dans une équipe qui va pas très bien, on a vu quand même qu'il apportait des choses. Mais c'est pas, je les mets pas aussi haut. Bah, comme Xavier, je mets OK ici devant tout le monde, vous l'avez compris d'entrée. Je mets les Wolves, moi, là. Tu mets les Wolves dans ce trio. Alors, certes, Dallas est finaliste, mais... Je vois que nous sommes d'accord. Klay Thompson 2018-19 ou Klay Thompson 2023-24? Oui, c'est la question pour Dallas. Oui, ça, même si Kyrie et Lucas seront là en play-off. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment, un peu comme à l'Ouest, une équipe devant les autres. Et les Wolves, c'est intéressant de voir comment tout ça va fonctionner. Comment Anthony Edwards, maintenant, qui a vraiment les rênes, parce que Karl Anthony Towns était là depuis tellement longtemps que c'était un peu toujours partagé, même si on avait bien compris que c'était Edwards le boss. Mais là, vraiment, c'est son équipe. C'est pas un peu affaibli, enfin, Randle, DiVincenzo contre Towns, alors évidemment ça n'a rien à voir au niveau des profils, mais est-ce que c'est... Moi, DiVincenzo, hors blessure, DiVincenzo, je trouve que c'est un super joueur. Ah ouais, c'est ça, je trouve que c'est très... Dans le trade, on parle toujours de l'un et de l'autre, mais DiVincenzo, on n'en parle pas beaucoup, alors que franchement, c'est peut-être lui la pièce maîtresse du trade. C'est là où, à mon avis, ils sont forts. Dynamisme, shoot externe, intensité défensive. Quant à Randle, bon, c'est un bouffeur de ballon, mais c'est aussi un mec qui prend des rebonds, cercle la cercle, qui est très fort. Il faut qu'il s'ajuste défensivement, mais il y a quand même Rudy qui est là pour ça aussi. Voilà, Nasrid est le grand bénéficiaire de tout ça au niveau des minutes et de l'impact. On reste dans la conférence Ouest. Coach, tu voulais parler un peu des Spurs et de Wembanyama. Qu'est-ce qu'on attend de San Antonio cette saison? Il y a eu le recrutement notamment de Chris Paul, d'Harrison Barnes. Est-ce que parler de play-off pour San Antonio, c'est trop ambitieux? Dans un monde où tout clique bien. Vas-y. Je sais ce que tu vas me dire. Analytique. À combien de matchs il faut gagner pour aller en play-off? C'est ça. Dans les 6. Hein. Exactement. Dans les 6. Hein. Ah oui, alors ok, play-in et play-off. Ah, c'est pas la même. Tu passes de 6 à 10. On rappelle que c'était 22 victoires. Ouais. Dans les 6, il va en falloir 50. Hein. Quasiment, ouais. Phoenix était à 48, je crois, l'année dernière, voilà. en 6e. Ouais. Et Phoenix, on n'en a même pas parlé tout à l'heure, t'imagines? Donc il va falloir aussi passer sur Phoenix. Il y a beaucoup de bonnes équipes à l'ouest. Ouais, Nola, attention à Nola. Houston qui monte, les Lakers qui sont quand même toujours là. Enfin, ouais. Et allez, objectif, être le plus près possible du play-in. Ce sera déjà ça. Gagner 10-15 matchs de plus que l'année dernière, ce sera déjà pas mal. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut en boutique aujourd'hui pour arriver à faire ça. C'est une progression qui sera intéressante, qui, à mon avis, enfin, tu vas pas jouer le titre. Hein. Ah non, déjà, se rapprocher du play-in et ce sera déjà pas si mal. Mais en tout cas, c'est une saison où il n'y a pas une pression non plus incroyable. Ça progresse petit à petit. Mais je pense pas qu'à San Antonio on fasse d'un objectif les playoffs. Ça, je pense pas. Mais s'en approcher. Rester le plus longtemps possible dans la course au play-in. Voilà. Une saison comme a fait Houston l'année dernière, même s'ils sont restés à la porte, c'est ce type-là. Gagner entre 35 et 40 matchs serait génial. 37, ce serait magnifique. Parce qu'ils partent de 22 victoires, donc 18 victoires de plus, t'es à 40, c'est beaucoup. T'es même pas en... ils partent de 22 victoires en considérant que l'année dernière était catastrophique à ce niveau-là, que l'année d'avant, ils en avaient déjà gagné 22. Que l'ajout de Victor, quand même un formidable booster, ça a fait que 22 encore. Il y a une restriction de minutes sur une grande partie de la saison pour lui. 71 matchs. C'est vrai. Oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Passer de 22 à 37, c'est énorme. Alors, on va dire qu'à partir de 33, la saison est correcte. À 35, elle est bonne. À 37, elle est excellente. C'est en tout cas à peu près ça, parce que... Il y a 37 en play, non? Tu peux passer en play. 37, t'es pas loin, ouais. T'es pas loin. Ouais. Sur un malentendu, 3 faux témoins, pouf.
Alors sur une équipe qui aimerait viser plus que le play-in, mais qui va sûrement se retrouver là-dedans, c'est les Lakers et LeBron James. C'est quoi le rôle des Lakers finalement dans cette conférence Ouest, le statut de cette équipe? Parce que quand on les entend parfois devant la presse, on parle parfois de titres, mais on n'a pas l'impression que l'effectif peut vraiment aller à ce niveau-là. Les Lakers, c'est la meilleure ambition qu'ils puissent avoir déjà, c'est d'être au premier tour des playoffs. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y aillent pas. On verra, peut-être en passant peut-être par le play-in, c'est possible. L'année dernière, la lutte a été terrible jusqu'au bout avec les Warriors, notamment justement pour cette 10e place, enfin une 9e, en tout cas 8e. Enfin, ouais, c'était très proche. Phoenix était proche aussi. Certes, les Clippers, eux, vont peut-être certainement un petit peu disparaître, mais il y a Houston qui va pousser fort derrière. En gros, les Lakers, on attend qu'ils se battent, quoi. Puis on a toujours envie de voir LeBron. On a envie de... Je sais. Très honnêtement, c'est une équipe qui a toujours, quand on dit on va faire un match des Lakers, c'est toujours cool. Parce que c'est LeBron, parce que c'est Anthony Davis, parce que plein de choses. Connect aussi, j'ai très envie de voir le petit Connect là. Parce que alors lui, il nous a fait un carton en pré-saison, même si c'est que de la pré-saison, le petit Connect, c'est quand même une recrue fort intéressante. Donc voilà, se battre pour représenter au mieux les couleurs, ce serait déjà ça. On est tous d'accord pour dire que la saison dernière, AD, Anthony Davis et LeBron ont été bons. Et on regarde la saison qu'ils ont faite, elle n'est pas bonne. Mais maintenant, on peut espérer que pour la fin de carrière de LeBron, il y a au moins les playoffs au bout. Ouais. Que donc play-in direct ou play-in direct, ce serait une très belle perf pour les Lakers. Ils doivent avoir l'ambition de faire entre 5 et 8, 9. Voilà. Et puis après, on ne sait jamais. Souvenez-vous l'année dernière contre Denver. J'ai du mal. 4-1, mais ils sont dans le match à chaque fois. Et l'année d'avant, ils sont sweepés par le même Denver en n'étant pas loin à chaque fois. C'est si près, si loin, parce qu'ils ont 2-3 très très forts joueurs. Mais alors après, on va en reparler. Dilo, Hachimura, quand est-ce que ça devient régulier tout ça? Austin Reeves, quand est-ce que ça arrête de coûter en défense? Pas une recrue depuis le début de saison, changement de coach. Depuis le début de saison à l'intersaison, pas une recrue. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas du trade pendant la saison. Dilo est un bon candidat pour un oui, trade. mais qui va le prendre? Mais qui reste mieux, surtout après. Par retourner à Brooklyn. Mais il n'y a personne à échanger, c'est ça le problème. Non, c'est rude. Il faut qu'ils sortent de tout ça. Bon, pour l'instant, on nous a mis un pansement sur une jambe de bois avec le truc du père et du fils, de LeBron et de Bronny. Ça a occulté un petit peu les vrais problèmes. Mais bon, c'est un peu... je sais pas, je leur souhaite... Il faut que LeBron et AD soient bons. Hein. Sans ça, aussi bon que l'année dernière pour les mettre entre 6 et 10, 5 et 9, ce que tu veux. Voilà. 6-10, ça me paraît plus ça. Ouais. Oui. 6-10 que 5-9, ouais. Enfin, 6, c'est magnifique, ouais. Et 10, t'as le short qui gratte, hein, donc... Une autre équipe qui est un peu dans le brouillard au niveau de ses ambitions, c'est Golden State, avec un Stephen Curry qui est toujours très très fort. Klay Thompson est parti, on a signé Buddy Hield, j'ai fait la liste d'Anthony Melton, Kyle Anderson aussi. Mais est-ce que ça peut viser plus haut que le play-in, encore une fois, pour les Dubs? L'année dernière, ce serait déjà ça. Comme l'année dernière. Ouais, c'était fini 10. Donc, pareil. Ouais, ça va pas plus haut, quoi. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Il y a des équipes, on les a citées tout à l'heure, qui ont l'air vraiment supérieures. Maintenant, effectivement, il y aura encore des coups d'éclat, il y aura des coups de génie, il y aura des moins bons résultats. Warriors Lakers, quelque part, c'est un peu le même chemin qu'ils doivent prendre, ouais. Être en playoff, ce serait fantastique. Ça mise pas mal sur des progressions internes aussi de Kuminga, de Podziemski. Je trouve qu'aux Warriors, il y a un projet. Oui, qui est plus lisible que celui des Lakers, par exemple, c'est sûr. Bon, ils attendent de Kuminga, Podziemski, Moody et Trayce Jackson-Davis des progrès en interne, comme tu dis. Tu as totalement raison. Après, Melton, Anderson, Buddy Hield sont des joueurs qui... c'est plus solide que ce qu'il y avait l'année précédente. On a demandé clairement à Draymond Green de shooter, de rééquilibrer son jeu de ce côté-là. C'est une manière de lui mettre la pression. Arrête de t'occuper que de la défense, on peut pas jouer que comme ça. Certes, il vaut mieux que Steph Curry se blesse pas. Ah oui. On a encore vu quand même à quel point il était fort.
cet été. Ah oui Tu parles de quoi? Ça vous Moi, a j'ai pas, dormi, moi. ça vous a pas échappé. Voilà, donc le projet est là. Le départ de Klay Thompson marque une rupture dans le cheminement. Plus de Splash Bros, ça fait drôle. Hein, ils ont fait partie, en plus pour nous, Bean, depuis 12-13 ans, on a vécu ça plein badin. Donc voilà, mais ça correspond à quelque chose, et je vais rajouter que souvent les équipes qui organisent le All-Star Game ont une dynamique intéressante au moins jusqu'au All-Star. Oui, parce que San Francisco va faire beaucoup parler jusqu'au All-Star Game, c'est sûr. Une autre question, qui a réussi la meilleure signature de l'intersaison pour vous? J'en ai listé pas mal. Paul George aux Sixers, Chris Paul aux Spurs, Towns à New York, Klay Thompson en a parlé un peu à Dallas, mais il y a aussi eu Dejounte Murray aux Pelicans, Caruso à OKC, Westbrook à Denver, Caldwell Pope au Magic. Il y a un mouvement qui vous a plus marqué que les autres? Il y en a beaucoup. Caruso plus Hartenstein, pour moi, c'est le meilleur. C'est ça, c'est exactement ça. Et pourtant, on n'est pas en train de parler de vedettes, mais on est en train de parler de joueurs d'appoint qui peuvent te faire une différence à un moment donné. C'est des petites pièces qui veulent faire la différence. Exactement. Souvenez-vous des playoffs d'Hartenstein l'année dernière, c'est absolument exceptionnel. C'était la pièce nécessaire. Ou DiVincenzo d'ailleurs. Onyx pour aller aussi loin que ce qu'ils ont fait. Donc c'est vraiment c'est les meilleurs ajustements plus que des gros noms, si tu veux. C'est en termes de gros noms, Dejounte Murray à Nola, je trouve ça super. C'est un truc qui peut vraiment fonctionner avec toutes les interrogations qu'on peut avoir autour, comme d'habitude, de Zion ou Brandon Ingram. Mais c'est une super signature. Mais cet ajustement qu'a fait OKC, je le trouve génial. Parce que Josh Giddey, il fallait faire quelque chose avec lui. Ils ont réglé le problème. Et je trouve qu'ils ont super bien réglé le problème. Maintenant, pas de chance, effectivement, il va falloir attendre décembre, quoi. Oui, il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'au mois de février. Bien d'accord. Chris Paul à San Antonio et Harrison Barnes, voilà, peut-être pas le transfert entre guillemets superstar. C'est intéressant aussi dans le cadre de la progression de cette équipe. Ça donne envie de regarder. Et puis Victor a trouvé deux mecs intelligents autour de lui. Punaise, pas en quête c'est pas Vassell, Johnson, Sohan, des mecs un peu bruts de pommes, c'est des mecs ils savent ce qu'ils font, quoi. Donc voilà. Paul George a montré qu'il pouvait porter une équipe à lui tout seul quand il n'est pas blessé, parce que c'est une équipe Philadelphie hyper intéressante mais fragile. Voilà, il y a des très beaux transferts. Bon, bien sûr, Karl Anthony Towns Onyx, c'est quelque chose aussi qui compte. Je trouve par exemple qu'il y a des joueurs en attente qui peuvent changer le profil d'une équipe. Je ne sais pas s'il y a une équipe qui va prendre Valanciunas qui est perdu au Wizard, mais punaise, au New Orleans c'est sympa et tout, mais il n'y a plus d'intérieur dans cette équipe. C'est lui qui manque finalement. Bah ouais, donc voilà. Il va y avoir des trades encore. Hein. Il va y avoir des ouais, ils vont aller chercher. De toute façon, oui, d'ici la trade deadline, ça bougera forcément. À Phoenix, c'est l'an 2 du trio KD, Booker, Bill. Ça peut mieux marcher ou ça reste encore trop loin et pas assez pour faire mieux. Il y a la signature de Tyus Jones, moi que j'ai trouvé super intéressant. Justement, c'est ça. Pour les Suns, et ça peut apporter une nouvelle dynamique quand même dans cette équipe. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Et tu vois, on parle quand même beaucoup d'équipes de l'Ouest. C'est dire le niveau que va avoir l'Ouest l'année prochaine. C'est ça. On va parler un peu de l'Est. Non, mais parce que ça va être une conférence exceptionnelle. Enfin, je veux dire, chaque match sera intéressant et important. Oui, pourquoi pas. Resituer Bradley Beal dans un poste un peu plus naturel pour lui, c'est évidemment parfait. Maintenant, est-ce que ça peut toujours... Est-ce que ces trois-là peuvent vraiment fonctionner ensemble? On n'a toujours pas eu la preuve que oui. Trouver un vrai rôle pour Booker et Duren par rapport à... Je sais pas, mais ça va bouger. Et, je serais pas surpris que ça bouge d'ici février non plus là-bas. Oui, la recrue, tu as raison sur Tyus Jones, Nico. Moi, je rajouterais Mike Budenholzer, qui est quand même un bâtisseur et qui sait ce qu'il fait aussi. Oui, il y a Youssouf Nourkic, oui, ils sont 2-3 à l'intérieur, mais c'est comme New Orleans, le pivot starter, ça va être Daniel Theis. Avec tout le respect qu'on doit à Daniel Theis, c'est pas... Quand tu joues Anthony Davis ou des mecs comme ça, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, et pas que. Jokic et tout ça. Voilà. Phoenix et New Orleans sont deux équipes qui, même si Zion, lui, va jouer beaucoup plus près du cercle pour New Orleans, donc ça va renforcer la raquette et ça laissera de la place à Murray Ingram à l'extérieur. Mais à Phoenix... ils ont un trio majeur qui doit être débarrassé, Xav l'a bien dit, de mener le jeu.
parce que ça lui prenait la tête au bouc, parce que c'est Bob Bill, il n'en est pas capable. Il valait presque faire monter la balle par KD ou Robinson. Exactement. Ouais, donc voilà, c'est un stabilisateur qui peut être intéressant, le petit Jones. Et oui, eux, je les vois borderline play-in, play-off, mais plutôt play-in vers le haut et play-off vers la fin. Voilà. Comme l'année dernière. Ouais. Est-ce que... Non, c'est plutôt la dernière question que j'avais. Qui sont les bonnes surprises de la saison? On a pas mal parlé de l'Ouest, et c'est vrai qu'on peut encore citer les Rockets ou les Grizzlies, mais Atlanta, Les Grizzlies, rigolo, hein. Bien sûr. On va attendre de voir, parce que l'autre cas social, regroupé, là aussi, ça... Ja Morant. Ouais, Ja Morant, avec Marcus Smart, Desmond Bain, alors s'il revient, le 3J, l'autre, Gigi Jackson, c'est que des Jackson, et tout team, là... Et Zach Edey. Et Zach Edey, Edey à qui s'est l'intérieur. drôlement affiné, Oui. qui va de plus en plus vite. Il en avait besoin. Qui a largement ouais. été sous-estimé à la draft par les pontes, là. Probablement, oui. Voilà, nous, quand on l'avait vu en février, on a été le voir à Purdue, sur place. C'est plus le même joueur aujourd'hui. Ah bah, c'est plus le même garçon. Hein. Il se déplace beaucoup plus vite. Ah ouais, il a changé de régime alimentaire, à mon avis. Atlanta, on en attend quoi cette saison avec Zachary Rizaché, avec Trae Young, entre guillemets débarrassé de Dejounte Murray? Oui, alors ça c'est peut-être un problème, ça justement. Ouais, voilà, ça je sais pas si c'était le bon choix à faire, mais en tout cas ils ont fait ce choix-là. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix justement. Oui, ils n'ont pas fait de choix. C'est le marché qui a fait le choix. C'est-à-dire quand tu n'as pas de client pour un produit, ben, tu changes de produit. Parce est-ce qu'ils n'auraient pas préféré laisser partir Trae Young plutôt que Dejounte Murray? Ça on ne sait pas. Moi j'ai mon idée, mais bon, on ne sait pas. Moi j'attends un peu d'Atlanta, au moins. Tu sais, nous on est toujours en début de saison, ce qu'on appelle les équipes popcorn. Moi j'ai hâte de les voir. Parce que bon, c'est vrai que Trae Young, ça reste toujours assez distrayant, bien sûr. Pas fait express, là c'est pas mal. Distrayant, c'est bien. Distrayant. Eh bah tiens, on voilà une nouvelle pour la saison. Voilà, c'est le cadeau. Il est content, oui, je l'aime bien celle-là, tu vois. Voilà. Avec Zachary, j'attends. Je pense qu'il peut faire une super saison. Zachary va montrer ce qu'il est capable de faire. Et il y a de quoi faire dans une équipe où c'est un petit peu le bordel quand même. Mais je pense que ça peut être. En tout cas, c'est une équipe que j'ai hâte de regarder jouer un peu. Ouais. Oui, c'est rare qu'on ait envie de regarder Atlanta, mais là... Bon, merci Zachary. On remercie Zachary de nous intéresser à... Moi, je crois quand même que... il va falloir que Quinn Snyder mette sa patte sur la franchise. Sans ça, il va avoir des soucis. Faire flamber Trae Young, très bien. Mais Bogdanovic, les autres, c'est quand même faible dedans. Hein, Okungwu et Capella. Capella qui est donc en instance de trade depuis 3 ans et demi ou 2 ans et demi. Voilà, c'est une équipe où on ne sait pas trop où elle va. Moi, j'attends Zach qui fasse du Zach en progressant dans l'agressivité offensive, qu'il ne se fasse pas bouffer par les gourmands autour. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns d'affolés du shoot, là. Et lui, comme c'est un joueur complet qui remplit les cases vides, et ben il peut, il peut voir passer le ballon, mais il fait des trucs. Il a fait vraiment une bonne pré-saison, comme beaucoup de jeunes Français, hein, pas comme Dadier, etc. On fait une super pré-saison. Voilà. Zachary. Bien rentré dans sa carrière NBA. Quinn Snyder met un peu la main sur une équipe qui, avec le poste 4 qui a remplacé Collins, là c'est Jones, hein, voilà. Il y a du matos, il y a du physique, il y a du talent. On attend que ça défende un peu plus peut-être aussi quand même. Ça c'est le rôle du coach. Oui, mais c'est ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé. C'est d'installer une défense et d'arriver à installer une défense en cachant Trae Young. La problématique est un peu là. Et c'est peut-être en ça aussi qu'il aurait peut-être lui préféré avoir Dejounte Murray plutôt que Trae. On va être clair, ils ont tout fait pour trader Trae Young. Il n'y a pas eu preneur. Et les gens disaient, mais enfin, les autres, ils leur disaient, nous, on vous prend Dejounte Murray. Je crois que la venue de Dejounte Murray, c'est là où c'était abracadabrantesque. Au départ, il ne doit pas aller là. Puisqu'il y a Trae Young et qui sont des joueurs qui portent le ballon, même s'ils sont en physique très différents, il y en a un qui est shooter au loin, l'autre qui est plus dans le drive, même s'il shoot aussi. Il drive aussi Trae Young, mais bon, défensivement, il n'y a pas de match, et physiquement, il n'y a pas de match. Maintenant, ils font bien ce qu'ils veulent, mais Quinn Snyder, il faut qu'il fasse attention quand même. Un dernier mot sur Miami, une équipe qui pas vraiment bougé, je crois, cet été. Ils ont pris plein de mecs non draftés. Voilà, ils nous en sortent un ou deux. Ils vont en sortir un ou deux, mais ce qui a marché avant va peut-être plus continuer à beaucoup marcher. Miami, aujourd'hui, j'en attends absolument rien. Voilà.
ou pas grand-chose. Et comme chaque année, ils vont me faire fermer ma bouche au mois d'avril. Mais là, ça va être C'est ce qu'on difficile disait déjà quand l'année même. dernière. Et, Après, bon, Jimmy Butler est en fin de contrat. Ouais. Donc il veut se montrer. Mm. Est-ce qu'il va faire une saison? Ça fait 2 saisons qu'il ne fait pas de saison Pas de saison régulière. Oui, Pat Riley lui a rappelé d'ailleurs un peu. Il lui a expliqué le voilà, code de la c'est route ça. un Il peu. lui a dit un peu oui. cet été. Et puis quand le Godfather parle, en général, on écoute. Et bon, on oublie vite qu'ils étaient finalistes il y a 1 an et demi, il y a 1 an et 2 mois. Donc, Et que l'année d'avant, ils sont en finale de conf. Exactement. Ils perdent un point. Méfie. Avancer Est-ce que caché, dans- eux, ça, ils on savent continue de faire. se méfier Dans pour les le Heat, 6-7 premières équipes de l'Est où tout le monde se dit ils sont bien, il y aura bien 1 ou 2 accidents industriels. Ouais. Ouais. Je ne serais pas surpris que... Orlando, peut-être. Oui, Souvent, peut-être les ça peut être Knicks, des blessures, ça peut être- tout Ah le ouais, monde, bien sûr, ok. tout le monde, Tout peut se tout le passer. monde, Ok. tout le monde peut Ça, avoir... tu prends un Towns absent 3 mois, et là, d'un coup... Ouais, c'est sûr, c'est plus pareil. Oui. La rotation va être dure. Embiid se fait load manager, Paul George se tourne une cheville, Nick Nurse, il va souffrir aussi avec ses Sixers. Gershon a tellement de quoi faire une belle saison. Ah oui, Bah, oui, je bah, veux dire. potentiellement, il a beaucoup de temps de jeu, Alors, Gershon. eux, ils vont avoir 2 équipes. Ouais. Ils vont avoir une équipe avec Embiid, une équipe sans Embiid. Et là, c'est là où tu vois des ajustements comme la venue de Drummond. Ça fait que, même si c'est pas du tout les mêmes joueurs, ben ils restent quand même avec leur big man un peu dans le même registre de morphotype. Voilà. On peut attendre de Chicago, moi, un truc, et peut-être un petit coup de cœur. Voir si Lonzo Ball va pouvoir jouer, parce que la bataille qui a plus de 1000 jours arrêtée, ça fait chaud au cœur pour lui. Équipe popcorn pour moi. Charlotte? Ouais. Ah ouais, c'était sûr. Avec un Français, d'ailleurs. Et un aussi. petit Jan qui a Oui. fait une super pré-saison. Puis, Très sympa à regarder jouer aussi. Voilà. Puis la Melo Ball. Ouais. Ouais, oui. Brandon Miller, il va y avoir du spectacle. Qui nous a pété un bien beau aussi en pleine Oui. saison. Ouais, très fort. Écoutez, messieurs, je crois qu'on a tout dit. Si on n'a pas dit sur les vieux, on leur souhaite bonne route, notre KD, Steph et LeBron, les 3 anciens. On a quand même remarqué qu'avec Team USA, quand il y a eu le feu à la Maison Amérique, c'est quand même eux qui se sont occupés de tout. Voilà. La reprise de l'NBA, c'est donc sur BeIN. C'est dans la nuit de mardi à mercredi. 2 matchs, Knicks Celtics à 1h30 et Minnesota Lakers à 4h. C'est pas mal comme programme pour démarrer. Oui, ça, ça démarre bien. voilà, ça va être très sympa. Écoutez, merci beaucoup messieurs et bonne émission et à Les très bientôt. Minnesota Lakers, c'est donc Minnesota-New York, c'est la revanche de la WNBA, c'est quoi? Ouais, j'espère que pour Minnesota, qu'il n'y aura pas le même dénouement. Voilà. Merci à toutes et à tous. Salut. Ciao, bye.